partie de la Hartza. On rappelle cette formule, donc c'est important que tu vois la vidéo sur la vectorisation pour que tu comprennes un peu cette formule. En gros, c'est utilisé. Nous, on va pas rentrer dans le HOMEC ici dans ce cours-là, mais c'est quelque chose qu'on utilise. On le voit avec le gars Machine Learning qui t'explique que ça, c'est pour optimiser vachement le temps de calcul. Donc c'est intéressant. Ça, c'est gradient descend, donc c'est un graphe qu'on connaît. On va avoir un petit cas pratique. C'est rien de nouveau, mais bon, ça nous fait un peu de piqûre de rappel. C'est vrai que c'est bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est que logistique linéaire régression, j'ai l'impression qu'il ne l'avait pas fait. Nous, on l'a fait au tout début du cours parce qu'il avait mis dans le syllabus qu'il fallait le faire. Mais bon, il a fait une piqûre de rappel avec des trucs en plus. Donc là, admettons qu'il dérive en fonction de W comme on veut le calcul, il trouve 10, etc. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Donc il part de, ici on avait 87, donc là c'est le point de départ qu'on avait. 87 moins 0,1 ça va être notre pas, fois 10 la dérivée à Codem qu'on a trouvé. Donc ça va faire 86, ok, donc 0,1 fois 10, 1, 87 moins 1, 6, 86 moins 0,1 fois 9. Pourquoi 9? Parce que ça va être la dérivée qu'il va trouver, 85.1, etc., etc., jusqu'à arriver au point de minimisation de notre courbe, et donc d'avoir optimisé au maximum, au minimiser au maximum la perte. Ok, donc là c'est dans le cas où on prend un pas léger. Évidemment que si on prend un grand pas, donc là il te montre dans le cas où il a pris un grand pas, ça fait des traits comme ça, il va aller à droite, il va aller à gauche, il va revenir, etc. Le but c'est d'arriver là. Il fait un petit rappel de ça, il te dit donc ouais, ça va être gradient descent linéaire régression, on choisit un random WB, que le truc qu'on a fait, hein, on prend un pas qui est petit au début, qu'on peut faire varier pour être le plus médouillac, et après il va upgrader son W et son B en fonction de la dérivation RealKit, en fonction de la Nixereta RealKit, et le but ça va être que ça HOF les FS un maximum. Aussi il reprend le code qu'on a déjà vu, c'est vrai, mais on fait une petite piqûre de rappel. Donc il a son tableau avec sa data, les éléments et leur prix. Donc X, ça va être les X et les Y tout le temps ça. Donc les éléments Galaxy 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Leur prix. L'initialisation comme on a dit, donc là c'est la partie de l'algorithme visible. L'initialisation des valeurs, le petit pas et la loupe pour une grande valeur, où il fait tout simplement son calcul. 2.0 on a dit que c'était la première valeur, 2.1 ça va être toutes les deuxièmes valeurs, et tout simplement le update de son W et son B à chaque fois par le calcul alpha fois gradient, ok, et l'impression des résultats. Donc là on avait un prix estimé pour le Galaxy S5 de 315. Donc qu'est-ce qui se passe en fait ici? On a en fait tracé cette courbe là qui est linéaire. Maintenant on passe pas par tous les points, et donc on a quelque chose de vraiment, on a encore de la perte quoi. Par exemple entre ça et cette distance de 165 et la courbe qu'on a tracée, on n'a pas quelque chose de, et la droite qu'on a tracée, on n'a pas quelque chose de précis. Donc si on veut rendre ça précis, il faut forcément qu'à un moment donné il y ait une courbure pour qu'on passe vers le plus de points possible, qu'on essaye de réduire le loss au maximum. Donc comment on fait pour donner un aspect courbé à notre droite? Il faut qu'on s'intéresse déjà à un polynôme. Il faut que notre équation soit polynomiale, sinon on pourra avoir quelque chose que de linéaire. Donc comment on fait ça? On va ajouter en fait des caractéristiques. Donc si admettons on veut ajouter une caractéristique, on va voir comment l'ajout de caractéristiques ça va nous aider. Donc il faut prendre en compte les différents paramètres, la taille de l'écran, le nombre de cœurs, la vitesse, la mémoire et le temps que ça prend à reboot. Donc on a notre fonction h de x de t pour chaque x les éléments, et on va avoir w1 ça va être la taille de l'écran, w2 ça va être Kamaz et Chavé on va dire. Donc ça va être les coefficients tout simplement. La taille de l'écran ça va être un coefficient positif. Ok, donc plus l'écran est grand, plus c'est chavé, plus il y a de cœur, plus c'est chavé, plus c'est rapide, plus c'est chavé, plus il y a des espaces, plus c'est chavé, et donc c'est des coefficients qui vont être positifs.
le temps que ça prend pour démarrer, ça va être négatif parce que plus ça va prendre du temps à démarrer, moins c'est intéressant. Ok, donc on aura un coefficient négatif sur ça. Donc là, on repart avec cette histoire de vectorisation. Il te dit on n'utilise pas souvent, mais c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc là, la vidéo du gars, elle va très bien t'expliquer. Tout simplement, il te dit que il set toutes les premières valeurs à 1 et il va set le vecteur, donc grand W, et pour chaque B, ça va être W0. En gros, et la fonction de loss, ça va donner ça. Donc là, il ne rentre pas dans le détail ici. Gradient descend with multiple feature, donc l'ajout de feature, donc ça va être tout ça par la vectorisation. Donc tout ça, c'est le même calcul qu'on a vu, le même algo, juste W ici, ça va être un vecteur, donc ce qui va nous permettre de calculer tout en même temps d'un coup. On n'a pas besoin de faire ça pour chaque produit ou chaque donnée qu'on a dans la data. Dans le dataset, on va juste faire un vecteur qui contient toutes les caractéristiques, tous les noms, tous les prix de chaque data, ce qui va nous permettre de faire des calculs plus rapides. Donc là, W, tu vois, on fait W moins le pas, tout simplement on soustrait le pas, mais le pas va être aussi sous forme de vecteur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire un vecteur avec tout ça, directement ça se fait. Donc comment on fait pour avoir cette courbe? On ajoute un feature, donc une caractéristique, qui est simplement le carré de la première caractéristique. Donc admettons qu'on va avoir ici le prix, donc pour donner un exemple, on aura 2, et le deuxième ça va être 4, donc le carré, 3, 9, 4, 16, ok? C'est comme ça qu'il fait, au final il arrive à une équation polynomiale qui nous permet d'avoir une parabole, une sorte de courbe, et qui nous permet de passer par le plus de points possible. Ok, donc si on est avec TensorFlow et qu'on veut justement adapter ce quadratic feature, ok, comme ça s'appelle, donc on initialise le placeholder comme on a vu dans la cours d'avant. None, ça va être parce qu'on ne sait pas exactement la taille de ce que ça va être, feature, le nombre de features, etc. Donc on a dit qu'on mettait quand il rentre dans son tableau maintenant 2, 4, 3, 9 et ici Y, donc ça va être les X et là les Y. Donc ici on va avoir 2, 4, 3, 9, 4, 16, donc les carrés et les prix en dessous, 70, 110, 165. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il va faire, donc tout ça c'est une histoire de matrice, ok? Donc 5 par 2, ça va être le nombre de Mozart qu'on a. 2, ça va être, donc on a dit 2, 4. Ok, donc les éléments, ça va être ici le carré en fait. Donc on a leur élément et le carré. La première place c'est les éléments et les éléments au carré. 3, 9, 4, 16, etc. Donc ça va être dans cette colonne là. De 1 ça va être, on a dit, les dimensions de Y. Et 5, 1 ça va être donc tous les prix. Donc on a 5 prix, 1, 2, 3, 4, 5. Et au final on va avoir un résultat de cette forme. Ok, donc s'il veut afficher le résultat, ça donne ça. On a vu qu'on est beaucoup plus médouillac. Pour le Galaxy S1 tout à l'heure, on a eu un résultat de moins 36. Je ne l'ai pas pris, je l'ai pas screen au moment, mais on avait un résultat négatif, donc c'était pas du tout médouillac. Et ici, on a quelque chose de plus logique. Ok, donc si maintenant on ajoute too many features, donc on ajoute trop de caractéristiques, on va avoir quelque chose de plus médouillac encore, mais qui sera pas logique dans ce qu'on veut faire. Si on a 20 features, donc en fait il ne faut pas avoir plus de features que de Mozart, on va dire. Donc là il définit à 20 features, donc il va avoir un polynôme puissance 20, un truc comme ça, et on voit que là la courbe elle est vraiment beaucoup trop adaptée. C'est-à-dire tu vas vouloir le prix de ça, tu vas venir ici, tu ne seras pas adapté, parce qu'il faut que ce soit quelque chose vraiment qui passe par les points, comme si tu l'as tracé toi, mais pas comme ça, où tu montes, tu descends. Donc là ça va pas. Après il parle du train test error. Il te dit, donc là on va avoir la complexité du modèle et ici les prédictions d'erreur en axe des ordonnées, ici axe d'abscisse, complexité du modèle. Train sample, ça veut dire que c'est tout ce qu'on va avoir comme image dans le cas de notre chien et chat, comme image dans notre dataset. C'est sûr que dès le début on a très peu de liberté, la probabilité de faire une erreur sur l'étude, on a étudié peu de caractéristiques, peu de propriétés. C'est sûr que la probabilité d'avoir une fausse réponse, de ne pas savoir si c'est un chien ou un chat, ou de pas savoir quel est le bon prix, elle est élevée. Ok, maintenant plus on va appliquer de caractéristiques connues pour le train sample,
plus on va tendre vers 0. On va tester est-ce qu'il y a une grande taille d'écran, est-ce que machin. Ça, ce sont des caractéristiques qui vont être connues, et plus on va les étudier, plus on aura de chances de trouver le prix exact. Maintenant, dans le test sample, on va forcément devoir donc donner de la liberté à ce test, et donner de la liberté en termes de choix. On va faire des choix aléatoires de caractéristiques à étudier. Maintenant, les tests, on va étudier des caractéristiques qui ne sont pas connues par la base de données, vu que c'est un test sample. Donc on aura de plus en plus de chances de tomber sur quelque chose de faux. Plus on va donner de la liberté dans les caractéristiques étudiées, moins on aura de chances de trouver le bon résultat. Ok, voilà.